Poursuite de la polémique sur le sida, Jean-Marie Le Pen persiste et signe dans la nécessité de mettre à l'écart les malades et parle d'une campagne de terrorisme intellectuel. Le professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur en direct dans cette édition. La presse américaine mise en accusation par le sénateur démocrate Gary Hart qui renonce à sa candidature pour l'élection présidentielle des États-Unis. Philippe Gentot, pour la deuxième fois, remporte la course autour du monde en solitaire à la voile après 134 jours de navigation en 4 étapes. Aujourd'hui, vendredi 8 mai 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Le Haut Comité chargé des réfugiés dans le monde vient de rappeler que la tragédie des Vietnamiens qui quittent leur pays par bateau, les Boat People, continue. Pour le seul mois de mars, 2500 hommes, femmes, enfants ont pris la mer pour fuir leur pays. C'est actuellement ce que l'on pourrait appeler la pleine saison des départs. On estime qu'un fuyard sur 2 périt au cours du voyage. L'organisation Médecins du Monde vient d'affréter un bateau pour secourir une nouvelle fois les Boat People. Une équipe d'Antenne 2 avec Didier Régnier et Jean-Marie Lequertier rapporte les premières images de ces sauvetages, la récupération de 94 personnes. Le cap 140 face au delta du Mékong, l'axe le plus direct pour s'enfuir du Vietnam. Devant nous, les premiers Boat People. Une petite embarcation, invisible au radar, uniquement révélée par les jumelles, risquant de chavirer à chaque instant. Premier acte des sauveteurs, préciser que le bateau est français et non vietnamien. Quelques minutes après, l'incroyable scène. 40 personnes serrées, entassées sur un pont minuscule. Parmi elles, 11 enfants, dont un nourrisson de 1 mois. À la dérive depuis 3 jours, mitraillés par la police vietnamienne, ils ont croisé plusieurs cargos étrangers. Aucun ne s'est arrêté pour les secourir. Sur le pont, les familles se reforment, rarement complètes, souvent déchirées par une fuite précipitée. Ces femmes, ces hommes, des pêcheurs, couturiers, coiffeurs, tous ont connu les prisons surchargées, les camps de travail dans les nouvelles zones économiques. Tous ont choisi l'exil au prix fort, 10 000 francs par tête. Pham Tram, 9 ans, n'a pas fini de remercier le ciel. Lui est sauvé, mais toute sa famille est restée au Vietnam. La nuit, pendant que je dormais, j'ai vu et entendu mes parents qui parlaient de me faire partir. Je n'ai entendu que le mot partir. Alors ma mère s'est retournée vers moi. J'ai eu peur, j'ai fermé les yeux et fait semblant de dormir. Mon père voulait que je parte parce que j'ai trop de frères et de sœurs à la maison. J'en ai 3 après moi et il n'y a pas de quoi nourrir toutes ces bouches. Après 20 jours de mer, le débarquement à Palawan, aux Philippines, première terre d'exil des Vietnamiens. Une terre provisoire, 300 visas français ont été affectés d'office à cette mission humanitaire, la garantie pour les Boat People de pouvoir partir rapidement vers les pays occidentaux. Sur le quai, l'ultime adieu à la famille des sauveteurs et la promesse de se revoir un jour. Et dans notre magazine Résistance, le 21 mai prochain, une émission spéciale consacrée aux Boat People et plus généralement à tous les réfugiés dans le monde. 22 spécialistes français du sida répliquent aux propos de Jean-Marie Le Pen tenus lors de l'heure de vérité mercredi dernier sur Antenne 2. Le président du Front National évoquait la nécessité notamment de mettre à l'écart les malades et donnait une version très personnelle de la transmission du virus. Aujourd'hui, M. Le Pen, assisté de médecins, membres du Front National, répondait à son tour aux spécialistes français du sida. Écoutez le reportage de Pascal Guimier et Lucie Sobou. Le droit de
de mener le débat comme selon les règles traditionnelles dans les conférences de presse politiques. Probablement médical, ça ne doit pas être la même chose, monsieur Massier-Scarron. Jean-Marie Le Pen contredit sur le terrain qu'il a lui-même choisi. Le sida érigé en thème électoral, le président du Front National enfonce le clou. Caution scientifique, le député François Bachelot, cancérologue de son état. Argumentaire, concocté par ce médecin qui refuse de donner son nom. Ambiance surréaliste pour cette querelle de spécialistes. Vous confondez tout et vous exagérez tout. Et vous mettez bien évidemment, ne serait-ce que par votre comportement, l'affaire sur le terrain polémique. Credo du Front National, on ne peut exclure la contagion par la salive ou bien par la sueur. Une thèse, pas même une hypothèse, rétorquent les journalistes spécialisés. Où sont donc les preuves de ce que vous avancez? Question scientifique, question médicale. Jean-Marie Le Pen, lui, y voit un procès d'intention. 1985 paru dans le journal officiel du 3 janvier. Je ne me laisse pas du tout intimider par ce genre de technique terroriste intellectuelle. Je suis heureux d'être celui par qui le débat arrive dans ce pays. Professeur Montagnier, bonsoir. On vous connaît, on connaît vos travaux, ceux de votre équipe à l'Institut Pasteur. Alors ma question est simple, quelle est la crédibilité que vous pouvez trouver à ces propos de M. Le Pen? Bien, tout d'abord, je voudrais dire que je suis venu ici, pas pour entretenir une polémique avec M. Le Pen, ni avec aucun homme politique, ni non plus avec mes confrères médecins. Je voudrais simplement intervenir ici en tant que spécialiste du sida, responsable de l'équipe qui, à l'Institut Pasteur, a découvert les deux virus du sida, et essayer donc de rétablir quand même certaines contre-vérités qu'a énoncé M. Le Pen. Prenons-les point par point. Bien, la première, est-ce que le sida est extrêmement contagieux? Est-ce que les malades qui sont affectés et malades de ce virus sont très contagieux et constituent un risque, par exemple, pour le personnel soignant? La réponse est non. La réponse est non d'abord par l'expérience. Si ça avait été le cas, eh bien, on aurait déjà vu beaucoup de morts dans le personnel médical. Ceci est déjà arrivé dans le passé pour certains virus, par exemple, certaines maladies comme les fièvres hémorragiques africaines. Ce n'est pas le cas du virus du sida. Et deuxièmement, on sait comment il est transmis. On sait qu'il est transmis par le sang et les contacts sexuels. C'est-à-dire qu'il est présent en très petite quantité dans le sang et probablement également donc dans les sécrétions génitales. Mais cette petite quantité n'est pas suffisante pour se répandre, si vous voulez, et infecter simplement par le contact, par la respiration. Il faut vraiment M. Le Pen pense qu'il y a d'autres possibilités de transmission et dit tant que vous ne pourrez pas me prouver le contraire, eh bien moi je le dirai. Bien entendu, le virus est également présent en petite quantité dans d'autres sécrétions comme la salive, peut-être éventuellement. Il y a juste une publication scientifique dans ce domaine. Et aucun cas n'a été rapporté de transmission uniquement par la salive. Donc même aussi bien en Afrique qu'aux États-Unis ou en Europe. Donc je ne pense pas que c'est un mode théorie de transmission, mais ce n'est pas un mode existant, si vous voulez, à l'heure actuelle. Donc il n'est pas nécessaire, il est nécessaire évidemment de respecter les règles de l'hygiène quotidienne, mais il n'est pas nécessaire d'isoler les malades comme des pestiférés ou comme des lépreux. Alors voilà pour la crédibilité. Est-ce que vous pensez que le sida est devenu, je dirais, une sorte de bataille électorale? Bien, ça me paraît normal, si vous voulez, que les hommes politiques se préoccupent du sida. C'est effectivement un problème important. Et le débat à l'heure actuelle, donc, qui a été posé par M. Le Pen, mais aussi par d'autres dans d'autres pays, est-ce qu'il faut prendre des mesures coercitives pour retarder ou arrêter l'épidémie, la diffusion du virus? Je crois que c'est un problème difficile, mais je crains que des mesures coercitives risquent d'aller à l'encontre même du but qu'elles se sont choisies. Par exemple, si on commence à tester ceux qui arrivent dans les aéroports, eh bien, on va avoir des problèmes considérables et ça sera absolument inefficace. Moi, je suis partisan de continuer, si vous voulez, une campagne d'information, d'essayer de persuader les gens, de considérer les Français comme des citoyens responsables et de les informer donc de la manière dont est transmis le virus et comment l'éviter. Et également donc de poursuivre la recherche le plus rapidement possible, avec le plus d'efforts possible. C'est une course de vitesse, si vous voulez, entre la diffusion de l'épidémie et la recherche. Et je pense que c'est la recherche qui aura vraiment le dernier mot. Merci professeur d'être venu nous apporter votre témoignage. Le gouvernement va mettre en place rapidement la commission des sages chargée de réexaminer le projet de loi sur le code de la nationalité. C'est ce qu'indiquait hier soir M. Jacques Chirac dans l'avion qui le ramenait de Loire-Atlantique.
Adoption la nuit dernière à l'Assemblée nationale du projet de M. Maluret sur l'autorité parentale conjointe. Les parents devront être d'accord et en cas de désaccord, l'audition des enfants de plus de 13 ans sera obligatoire. Ce 8 mai, on célébrait en France et à Paris le 42e anniversaire de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie. Le président de la République et le Premier ministre Jacques Chirac se sont rendus à l'Arc de Triomphe. Une gerbe de roses rouges sur la tombe du soldat inconnu a été déposée. M. Chirac avait assisté en l'église Saint-Louis des Invalides ce matin à une messe solennelle pour ce 8 mai. 3 jours avant l'ouverture du procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises de Lyon, parmi les nombreuses analyses publiées, il nous a semblé intéressant ce soir avec Betty Duro et François Granier d'évoquer la personnalité de Barbie. Comment est-il devenu un petit chef nazi? Betty Duro a fait appel notamment à un homme, un résistant allemand qui fut interprète au procès de Nuremberg. Avril 1933, Klaus Barbie, 20 ans, s'inscrit aux jeunesses hitlériennes comme la plupart de ses jeunes compatriotes. Cette adhésion marque pour lui le début de son activité politique. SS en septembre 1935, Klaus Barbie adhère au parti nazi en 1937 sous le numéro 4 583 085. Né dans une famille catholique et villageoise, il passe une enfance de petit Allemand ordinaire sous la férule d'un père instituteur. Il l'admire pour sa conduite pendant la guerre de 14, mais le craint pour sa rudesse et ses violences de buveur. La mort de ce père en 1933 empêche Klaus Barbie d'entreprendre des études supérieures et le pousse à chercher une autre voie de promotion sociale. Le national-socialisme sera sa chance. Je dirais la chance du raté. Parce que ça, c'était caractéristique, le salut de tous ces gens-là. On les a vus l'un après l'autre au banc des accusés à Nuremberg. C'était des petites gens avec des petits sentiments de haine, de fidélité, avec beaucoup de sentimentalité, sans de véritables sentiments. Une bande de ratés. Des gens sans véritable carrière, des gens de caractère d'envergure moins que moyenne. Et vous assimilez parfaitement Barbie à ces gens-là? Voilà la conclusion. Je pense, sans connaître les détails, que Barbie était tout à fait approprié dès l'origine, dès le début de sa carrière, à ce genre d'action et de crimes auxquels il s'est adonné. Le magazine allemand Stern a publié un article dans lequel il indique que Klaus Barbie et André-François Poncet s'étaient rencontrés lors de son arrestation à Grenoble en 1943 et avaient établi des liens entre eux. Or, selon M. Jean-François Poncet, son père ignorait l'identité de ceux qui l'avaient arrêté. Et M. Jean-François Poncet vient de publier un communiqué dénonçant la plus scandaleuse affabulation du magazine allemand Stern. Aux États-Unis, Gary Hart a confirmé officiellement son retrait de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 1988. La presse, avec un certain acharnement, dénonçait depuis plusieurs jours des aventures extra-conjugales dont M. Hart se serait rendu coupable. Les Américains sont apparemment très sourcilleux sur ce sujet. Gary Hart a dénoncé les tracasseries injustifiées de la presse américaine. Aux États-Unis, commentaire de notre correspondant Jacques Abouchard. Le nom de Donna Rice n'avait jamais tenu le haut de l'affiche. Il fait pourtant les gros titres des journaux et sonne le glas des ambitions présidentielles de Gary Hart. Que la jeune femme ait eu ou non récemment une aventure sentimentale avec l'ancien sénateur du Colorado n'y change rien. Ce dernier, harcelé par la presse, a fini par jeter l'éponge. Il a confirmé tout à l'heure son retrait de la course à la Maison-Blanche pour 1988. Il était temps. Le quotidien Washington Post avait en réserve un autre scandale, une autre liaison féminine de Gary Hart. Et puis la télévision a enfoncé le clou. Elle a diffusé hier les images de l'ex-sénateur en croisière avec encore une autre de ses conquêtes féminines supposées. Madame Lee Hart a pourtant volé au secours de son mari, lui a renouvelé publiquement sa confiance. En vain. L'Amérique puritaine a sanctionné la conduite de Gary Hart par un recul de plus de 10 points dans les sondages, en même temps d'ailleurs qu'elle condamnait l'acharnement de la presse.
Côté démocrate, toute la stratégie pour 88 est à revoir. Des candidats sont déjà déclarés. Michael Dukakis, gouverneur du Massachusetts, un proche des Kennedy. Il y a aussi Richard Gephardt, un élu du Missouri, de tendance conservatrice. On parle enfin d'un homme du Sud, l'ancien gouverneur de l'Arizona, Bruce Babbitt. On pourrait d'ailleurs citer d'autres noms. Le problème est qu'aucun de ces postulants n'est connu sur le plan national, à l'exception du pasteur noir Jesse Jackson, qui avait d'ailleurs réalisé un score honorable dans la bataille de l'investiture démocrate en 1984. Le manque de notoriété n'est pas d'ailleurs un obstacle insurmontable. Ainsi, en 1976, les démocrates avaient choisi pour la conquête de la Maison-Blanche un obscur politicien du Sud, un Géorgien planteur de cacahuètes, un certain Jimmy Carter. La marine iranienne a attaqué un bâtiment soviétique dans le Golfe, un cargo qui avait quitté Koweït et se dirigeait vers l'Arabie Saoudite. C'est la première fois depuis le début du conflit Iran-Irak que l'Iran attaque un bâtiment battant pavillon de l'URSS. L'aviation israélienne multiplie ses raids contre des camps palestiniens en territoire libanais. Pour la 14e fois depuis le début de l'année, 3 positions de réfugiés palestiniens ont été attaquées. Il y a 7 morts et 34 blessés cette fois-ci, et parmi les victimes, des femmes et des enfants. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Bernard Raymond, a rencontré plusieurs représentants de la résistance afghane hier. Monsieur Raymond est actuellement au Pakistan, à Islamabad. Sport, pour la 2e fois, le navigateur français Philippe Gentot sur Crédit Agricole a remporté la course autour du monde en solitaire à la voile. Il a terminé 3e de la dernière étape à Newport, derrière le Sud-Africain John Martin et le Français Titouan Lamazou. Au total, Philippe Gentot aura fait le tour du monde à la voile en 134 jours. Commentaire Jean Mamère. Champagne. Philippe Gentot arrose à la fois sa 2e victoire dans la course autour du monde et son anniversaire. À 35 ans, Philippe Gentot rentre dans la légende de la voile. Non seulement il réédite son exploit d'il y a 4 ans, mais en plus il améliore de 25 jours, 134 au total, le temps réalisé lors de la course 82-83. Plus dur cette fois fut la victoire, il n'a remporté qu'une seule des 4 étapes et a dû lutter jusqu'au bout contre son dauphin, le Bordelais Titouan Lamazou, la révélation de cette édition. Un adversaire courageux que Gentot, en grand seigneur, apprécie à sa juste valeur. C'est en tout cas le concurrent qui m'a donné le plus de fil à retordre et qui a été le plus bagarreur et le plus compétitif, et je lui en suis reconnaissant parce que aujourd'hui je gagne avec 3 jours et demi d'avance, mais ça a été une bagarre de tous les instants, surtout avec lui, et c'est certainement lui qui m'a donné le plus de mal et donc qui fait qu'aujourd'hui ma victoire est d'autant plus belle. Ouais. Philippe Gentot s'est fait connaître du grand public en 83 lorsqu'il remporte, pourtant dans un certain anonymat, la première édition de cette course. 4 victoires d'étape, 11 jours d'avance sur le 2e, un exploit unique. En 84, il décide de tenter l'aventure du multicoque. Il chavire dans la Transat anglaise mais remporte l'année suivante la course de l'Europe. Puis les démons du monocoque et de la navigation en solitaire sont les plus forts. Aujourd'hui, Gentot veut repartir pour un 3e voyage autour du monde. 27 000 milles toujours en solitaire mais sans escale. Gentot n'a pas fini de rêver et de nous faire rêver. Tennis, au tournoi de Forest Hill, Yannick Noah rencontre dans quelques heures l'Américain Krichstein pour les quarts de finale. On va revenir un instant sur les 8e de finale avec quelques images de la rencontre opposant l'Allemand de l'Ouest Boris Becker à l'Argentin De La Peña. Regardez, c'est tout à fait spectaculaire. Et De La Peña s'arrache les cheveux. Becker a gagné en 2-7, 6-4, 7-6. Et vous avez vu donc le côté très spectaculaire de la fin de ce match. La réussite des 2 pilotes français du LM, Hubert de Chevigny et Nicolas Hulot au pôle Nord, est saluée par l'octogénaire. Paul Émile Victoire comme un très bel exploit. Les petits avions ultra légers motorisés ont atteint le pôle Nord géographique en parfait état et les 2 pilotes sont déjà sur le chemin du retour. Mais voici quelques images de leur victoire. La banquise comme piste d'atterrissage. Paris gagné pour la première fois. 2 ULM se sont posés au pôle Nord, c'était lundi dernier. Aux commandes, 2 pilotes français, Nicolas Hulot et Hubert de Chevigny. On l'a mérité celui-là. Les 2 pilotes ont fait plus de 2000 km à bord de ces avions poids-plumes. Chacun d'eux ne pèse que 175 kg. Très sensibles au vent et au froid, les 2 appareils avaient été longuement préparés. Ailes et skis en matériaux composites, système de navigation sophistiqué.
L'équipée vers le pôle Nord a duré près de 15 jours par une température de moins 30 degrés. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet un peu fou, qui est parti comme ça un soir dans une discussion. Et puis c'est devenu une obsession et jamais j'ai cru qu'on y arriverait. Même à 10 minutes du pôle, je me suis dit quelque chose va arriver. On a tellement eu d'embûches, tellement d'obstacles. On a échoué l'an dernier, on a eu toutes sortes d'incidents, d'accidents. Je me suis dit, c'est pas possible, le pôle Nord est trop bien défendu, j'y croyais pas. Il a vraiment fallu que mes skis touchent le pôle Nord pour que je commence à pleurer dans mon appareil. Cette année, le pôle Nord a été atteint à pied, en hélicoptère, en ULM et même à moto. Dans ce pays des glaces qui semble sans limite, l'imagination des aventuriers semble sans borne. Le Centre national de la cinématographie publie les statistiques de fréquentation des salles. En 1986, 163 millions de spectateurs, mais une diminution de plus de 5%. Au 40e Festival de Cannes, tout commence bien pour l'instant. Cette journée était en hommage à Rossellini. À Cannes, on retrouve l'ami Bernard Rapp. Et bien Cannes qui trouve son rythme de croisière avec quand même aujourd'hui pas moins de 20 projections. Il faut dire aussi que le Festival de Cannes, ce n'est pas un festival, mais 5 festivals différents. Je vous en parlerai plus longuement ces jours prochains. Et puis eh bien aujourd'hui, nous avons quitté les grands hôtels et la Croisette pour trouver ici un petit peu de l'air d'Italie dans ce vieux quartier du Suquet. Car aujourd'hui, ce sont les Italiens qui sont à l'honneur avec d'une part Francesco Rosi pour la chronique d'une mort annoncée dont je vous ai parlé hier soir en sa compagnie. Et puis surtout la remise du prix Roberto Rossellini par de nombreux cinéastes italiens. Et en présence de sa fille que vous voyez, Isabella Rossellini. Et regardez bien, regardez comme elle ressemble extraordinairement à sa mère. Sa mère, c'est Ingrid Bergman que vous voyez dans ce film Jeanne au bûcher tourné en 1952. Avec une fantastique histoire autour de ce film. Il n'y avait plus de copies, le film avait complètement disparu. Eh bien, il sera quand même projeté ce soir à Cannes. C'est une très belle histoire que nous raconte maintenant Dan Loustalot. Roberto Rossellini découvre un jour Jeanne d'Arc au bûcher. Il est enthousiasmé par le texte de Claudel et la musique d'Honegger. Il monte l'oratorio en Italie. Ingrid Bergman est une Jeanne sublime, les représentations théâtrales sont un triomphe. En 1954, il filme en quelques jours une adaptation cinématographique. Une poignée de cinéphiles la voient, puis c'est l'oubli. Les bobines ont disparu. La Jeanne au bûcher de Rossellini existe, mais où ? J'ai fait la promesse avec Fiorella, ma cousine bien sûr, de chercher, de faire une recherche, retrouver la seule copie que, paraît-il, il y avait au monde de Jeanne au bûcher. Après de longues recherches à Paris et en Italie, une bobine est retrouvée à Turin. Mais la pellicule est rouge et ne rend aucun son. Les acteurs sont méconnaissables. Nous avons retrouvé une copie de la Jeanne d'Arc qui était pratiquement disparue. On n'a pas trouvé les négatifs, mais seulement des copies positives qui étaient dans des cinémathèques, qui étaient des copies en très mauvais état. Les techniciens de l'Istituto Luce à Cinecittà ont restauré la copie, reconstitué la couleur, la profondité, le son. Et après les choses ont commencé à sortir. On nous appelait pour nous dire, on a vu la gueule d'Ingrid Bergman hier qui passait sur l'écran. Puis on a vu même Frate Domenico. Et puis ils ont commencé à voir tout le monde, ils ont entendu la musique et le miracle a continué. Maintenant on le voit. Voici restituée 10 ans après sa mort, la Jeanne au bûcher de Roberto Rossellini. Jeanne dans les flammes dit « Dieu est grand », Claudel dira un jour « C'est Ingrid qui est grande ». Voilà donc cette aventure qui, je crois, est vraiment sans précédent. Alors l'autre événement de ce vendredi, eh bien, c'est la projection dès ce matin du film du cinéaste malien Souleymane Cissé, un film intitulé Yélen, La Lumière. Et Souleymane Cissé, c'est un petit peu l'histoire du monde vue d'Afrique. Oui, c'est vrai, Bernard. C'est l'histoire de l'homme, le côté mystérieux de l'homme, la recherche de la connaissance profonde des choses qui est posée dans ce film.
Alors un film très africain, très extraordinaire et formidablement applaudi ce matin. Tout de suite, nous voyons un court extrait de ce film. Bien, 4 ans quand même pour monter ce film. C'est difficile aujourd'hui de faire du cinéma lorsqu'on est un réalisateur africain. Oui, surtout de l'Afrique noire, c'est pas du tout facile. Et je crois que c'est assez de miracles pour faire sortir un film de l'Afrique noire. Et pourtant, Souleymane Cissé, vous êtes une très grande vedette, vous êtes très connu, vous avez été juré à Cannes, donc vous êtes vraiment top dans votre pays. Oui. Avec cette réputation internationale, pour moi, ça ne m'a pas facilité jusqu'à présent de produire un seul film. Voilà, c'est donc Yélène, la lumière, un très très beau film de Souleymane Cissé qu'il faut absolument aller voir très vite. Et puis je dois encore vous dire que pour vivre à Cannes, il faut savoir cultiver une vertu. Cette vertu, c'est celle de la patience avec un petit métier qu'on vous montre tout de suite. Ce sont en quelque sorte les batteurs de semelles. Eh bien voilà, c'est tout pour nous pour ce soir. En tout cas, on se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres films et d'autres croquis de ce 40e Festival de Cannes. Voilà, c'est à vous Claude à Paris. Merci bien. Il y avait un quartet aujourd'hui à Saint-Cloud. Voici les résultats. 13, 2, 15, 7. Et voici les rapports de ce quartet de Saint-Cloud. Dans l'ordre, 26 748 francs 50. Dans un ordre différent, 1386 francs. Et puis les pronostics pour demain. Demain, le tiercé aura lieu à Maison Lafitte. Voici ce que nous vous proposons. Les pronostics de Pierrette Brest. Setagaya le 14, Olympus le 6, Kimph of Atina le 9, à Arcimboldo le 10, Space Hunter le 3, Lièvre du Sud le 5, Thunder Spring le 15 et Seren Sky le 12. Bon, comment va le ciel Alors, le ciel va bien et nous décernerons une palme d'or à la météo parce qu'elle est au rendez-vous et l'anticyclone aussi. Regardez l'image satellite. On va regarder l'image satellite. Alors, je vous rappelle que plus la photo est sombre, plus il fait beau sur notre pays. Alors, l'anticyclone est sur la France et pour le moment, il résiste aux assauts qu'aimerait bien, évidemment, que les dépressions aimeraient bien lui faire. Résultat, sur la carte de demain, c'est du beau temps. C'est vraiment du beau temps. À signaler tout de même des bancs de brume et de brouillard qui pourront être épais et se dissiper. Après dissipation, ce sera du beau temps. Et puis quelques nuages viendront voiler le ciel en fin d'après-midi, le ciel des côtes de la Manche. Les températures sont en hausse. Températures qui iront de 16 à 23 degrés sur la moitié nord et de 22 à 26 degrés sur la moitié sud, maximum à Toulouse. Demain, ce sera le samedi 9 mai, 3 minutes de soleil en plus. Il se lèvera à 6h20, se couchera à 21h15. Ce sera la Saint-Pacôme. Et merci pour le soleil. Spécial Dalida dans quelques minutes, 22h50, Hervé Claude pour le dernier journal. Et demain, samedi chez vous, Noël Mamère sera à Cannes. À demain 20h. Bonsoir. Merci.